Bienvenue dans Aream autour du coronavirus jusqu'à quand, je dirais, deuxième round. Avec comme invité Dr Marius Mbo-Essier. Il est gynécologue et enseignant-chercheur à l'université Mariangouabi. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Et il n'est pas seul sur ce plateau. Je suis aussi avec monsieur Sorel Eta. Il est ethnologue et spécialiste des peuples Aka. Enfin, ce sont des peuples autochtones. Monsieur Sorel, bonjour. Bonjour, monsieur Kivoli. Et notre phytothérapeute, je peux même l'appeler aujourd'hui la personne ressource de médecine traditionnelle au Congo, monsieur Auguste Balandamio, bonjour. Bonjour, monsieur Esteka. Cet ennemi, le coronavirus invisible, qui continue à mettre le monde à genoux. Officiellement, le Congo compte 143 cas contaminés, 11 cas guéris et 6 décès dus à cette pandémie. Vendredi, le 17, les tradithérapeutes ont été reçus par le ministre de la Recherche scientifique afin qu'il puisse aussi se prononcer parce que nous sommes à l'heure des solutions. Et donc, docteur, je vais commencer par vous. Comment vous imaginez la position de la pharmacopée dans cette recherche? Ok, merci monsieur le journaliste. Vous avez commencé par donner les statistiques des cas confirmés de coronavirus, mais ce que nous devons aussi dire à nos populations qui ne sont pas dans le domaine des statistiques ou de l'épidémiologie, c'est que cette maladie est une maladie contagieuse. Une personne contamine en moyenne 3 voire 5 personnes. Donc quand on dit 143 cas confirmés, c'est des gens qui sont venus à qui on a fait le test. Beaucoup de nos compatriotes brillent par l'indiscipline de refuser le test, même si ils sont personne contact. Donc on peut aisément imaginer pour les gens qui sont à domicile, qui nous écoutent dans leur maison, que nous avons logiquement plus de 143 cas. Ce n'est pas, c'est pas une information, c'est une déduction mathématique, parce que quand on vous dit une personne peut contaminer jusqu'à 3 personnes, mais si les gens ne viennent pas faire les tests, on ne peut pas savoir qu'ils sont malades. Donc, ça appelle à notre conscience. Vous êtes sujet contact, on vous demande de vous mettre en quarantaine, mettez-vous en quarantaine. Ne compliquons pas les choses, c'est pour notre propre intérêt. Pour revenir à la question sur la pharmacopée traditionnelle, évidemment, cette crise montre que chaque peuple doit d'abord compter sur lui-même. Puisque nous sommes dans Aream, il y a un adage de chez nous, un proverbe de chez nous, qui dit que, je peux dire en langue originelle, ouais, parce qu'il faut que nous prêchions sur l'originalité. On dit « Buta ». Ça veut dire l'arme qui protège le chef, c'est celle qui est à ses pieds. Ce n'est pas l'arme qui est dans le magasin d'armes. Donc chaque peuple doit compter sur ses propres ressources. Il était temps que la pharmacopée traditionnelle joue sa partition dans cette crise que nous connaissons. Et donc ça soulève la question de la recherche. La fois passée, vous avez évoqué la recherche. Nous allons de façon brève, on va essayer de donner un aperçu de la recherche, parce qu'il y a différents types de recherche. Je commence par, je fais un clin d'œil à mon ami Sorel Eta qui est là. Il y a la recherche en sciences sociales et humaines. Cette recherche, donc ça concerne les sciences comme la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie. Ils essaient de voir comment les comportements humains évoluent à travers le temps, à travers les brassages, qu'est-ce qu'il y a de spécificité, comment on change la façon des gens de voir le monde, bref. Et vous avez à côté, vous avez la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, c'est des sciences fondamentales comme les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie. Cette recherche, souvent, elle se fait dans un laboratoire. Dans le domaine de la santé, cette recherche, ça peut être de la pharmacologie, mais ça peut être aussi les premières phases, qu'on appelle les phases précliniques, n'est-ce pas, de ce qu'on appellerait les essais cliniques. Et vous avez à côté la recherche clinique.
tout court. Quand on dit clinique, ça concerne les êtres humains. Ça peut être les maladies, comment une maladie se manifeste, quels sont les signes, quelles sont son évolution. Alors, quel est le traitement qui est efficace? Et quand on a un nouveau traitement qu'on veut tester, c'est ça qu'on appelle les essais cliniques. N'est-ce pas? À côté de cette recherche, je vais chuter. Vous avez la recherche opérationnelle en santé publique. Cette recherche, c'est voir les mesures de prévention des maladies. Comment est-ce que les êtres humains peuvent efficacement lutter, par exemple, contre le coronavirus? On n'a pas de confinement. On peut évaluer les effets du confinement, comment il est perçu. Bref, c'est ça qu'on appelle la recherche opérationnelle. Ça permet après de mettre en place ce qu'on appelle des interventions de santé. Donc voilà, grosso modo, les différents types de recherches. Et dans ces recherches-là, il y a une spécificité. Les sciences humaines et sociales, souvent, ils utilisent la méthode qualitative. On pose les questions aux gens, on interroge, on essaie de retrouver des éléments communs dans la conception. Et les autres utilisent les méthodes quantitatives. Donc, on fait appel à la biostatistique, docteur, aux maths et à l'épidémiologie. Vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. C'est même ça qui m'oblige à tourner vers M. Sorel-Etta. L'arme qui protège le chef, c'est celui qu'on a à ses côtés. On a beau bavarder. Dimanche passé, sous la conduite de Ed Chevridiaz, je vous ai suivi comment vous lancez ce cri d'alarme pour dire nous avons des peuples autochtones, ils peuvent apporter quelque chose. En ce moment-là, comment vous imaginez, parce que ici, ce n'est plus un problème des grippes, de tout ce qu'on connaît comme fièvre, comme épidémie, mais c'est quelque chose qui touche l'humanité tout entière. Comment est-ce que vous imaginez l'utilité de ces peuples? Moi, j'ai déjà mené mon enquête. J'ai un plan de travail que j'ai élaboré avec mes conseillers aussi qui sont des médecins, qui croient aussi en la médecine traditionnelle telle que l'a dit Dr Mbo Marius. Connaissons les Akar, les peuples autochtones Akar, parce que je les côtoie, ça fait 24 ans. Quand je dis je les côtoie, je ne vais pas les regarder. Je vis dans la forêt avec eux, je mène des activités avec eux, je voyage avec les Nganga, qui sont des thérapeutes, et je regarde comment ça se passe. Moi, je reste confiant qu'ils ont la parfaite connaissance des vertus médicinales des essences. Et notre phytothérapeute ne va pas me dire le contraire. Et je peux me permettre de dire qu'il n'y a aucun Bantou ici en ville qui peut se permettre de lever son doigt pour dire qu'il connaît mieux la forêt que les autochtones. Il connaît mieux les vertus médicinales des essences que les autochtones. Je ne sais pas si monsieur pourra me dire le contraire. Vous voyez, ce qui me fait mal, c'est le fait que nous, c'est-à-dire on a, à un moment donné, je ne sais pas si c'est la solution, mais on a des choses précieuses sous nos pieds, mais on pense que les choses précieuses sont ailleurs. On compte plus sur l'Occident, alors que chez nous, on a aussi des choses précieuses. Moi, j'ai dit, les chercheurs occidentaux, là, nous nous retrouvons souvent dans les forêts du Nord. Moi, je suis chercheur, par exemple, après Pokola, à Longa, j'en ai retrouvé plusieurs qui revenaient d'une université, sous la houlette de leurs professeurs qui étudiaient sur la culture pygmée. Ils étaient nombreux, ils ont passé des mois là-bas. J'ai parcouru la forêt. Un jour, il y a un de mes amis, Aka, qui m'a dit, on a parcouru la forêt avec un Chinois, on a fait la collecte de beaucoup d'essence, de beaucoup d'écorce. Mais ils viennent prendre des trucs chez nous. Mais pourquoi nous sommes incapables d'aller là-bas? Excuse-moi, ça fait des jours. J'ai fait des émissions à Jana TV, la chaîne de la diaspora. J'ai fait à RFI, je parle. À Télé Congo, on a parlé la semaine dernière. Comment ça s'appelle? Au Dépêche de Brazzaville, là, il y a quelques jours. J'ai l'impression que peut-être qu'on ne m'écoute pas ou on ne fait pas confiance aux autochtones. Je ne sais pas. On vous écoute, on fait confiance certainement. Mais le problème, c'est que le plan. Parce que c'est vrai, les peuples autochtones sont là. Mais quel est le plan que vous avez mis en place qui peut permettre à ce qu'on puisse les utiliser? Le plan, c'est de quitter, parce que ce n'est pas ici à Brazzaville que ça doit se passer. Eux vivent dans la forêt. Quitter par exemple Brazzaville, moi je suis ethnologue, je connais déjà des gens. Aller à leur rencontre, on peut se faire aider par des spécialistes qui vont nous présenter la maladie. Parce que le problème aussi c'est ça, parce qu'ils ne connaissent pas cette maladie-là. On leur présente la maladie, ses symptômes, son évolution, etc. Et on essaie de faire une comparaison, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils traitent des maladies qui ont des symptômes semblables par exemple à ceux du coronavirus. Écoulement nasal, comment ça se passe, mal de gorge, fièvre, problème, comment ça de respiration, étouffement respiratoire et autres. On fait ça. Et après, par rapport à ma discipline, l'ethnologie, vous savez, dans les sociétés traditionnelles, puisque la société Aka, c'est une société traditionnelle, quand il y a par exemple une épidémie, quelque chose qui les échappe, les Nganga,
ce sont des gens qui savent communiquer avec le surnaturel. Ils rentrent en contact avec le surnaturel pour leur poser la question de savoir c'est quoi cette maladie, ça vient de comment allons-nous faire pour traiter. Parce que vous savez, connaître la forêt, ce n'est pas une histoire de connaître les arbres, de connaître les animaux ou bien les minéraux. Non, il faut connaître le monde des esprits. Ça existe. Nous, les Bantous, on n'a plus de système de croyance. Les Blancs ont tout détruit avec l'église, les pasteurs, etc., etc. Mais eux, ils ont encore leur système de croyance. La forêt est gouvernée par des esprits. Et Djengi qui gouverne la forêt. Et après, il y a des humains. En fait, s'il me faut me permettre de vous présenter leur cosmogonie, ils reconnaissent l'existence d'un être surnaturel, d'un être supérieur qu'on appelle Komba. Komba signifie Dieu. Mais après, la forêt est gouvernée par des êtres surnaturels qu'on appelle Mikondi ou Mokondi. Donc, les Mikondi, ils connaissent la forêt. Et Djengi connaît la forêt de A à Z. Il connaît les vertus de toutes les essences qu'il y a dans la forêt. Moi, je pense que l'heure a sonné. C'est le moment aussi d'aller vers eux. Pourquoi avons-nous peur? Bon. Ce qu'ils ont fait, c'est bien de faire conscience aux tradithérapeutes, mais je vous assure que on doit aller là-bas, quitter la ville pour aller là-bas. On est peut-être dans une procédure. Je venais de dire ici, vendredi, je suivais ma télévision, donc j'ai vu les thérapeutes emmenés par le président Mwanda. J'avais vu d'ailleurs Maître Ouaga qui avait été avec vous dimanche dernier et j'ai reconnu M. Balanda. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous êtes sur ce plateau. Vous avez discuté avec le ministre pour essayer un peu d'apporter un plus. Au moment où le coroner est en train de battre un record, le docteur l'a dit tout à l'heure, il faut imaginer plus de cas que ce qu'on nous a annoncé. Qu'est-ce que vous avez imaginé? Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre entretien avec le ministre? Merci, M. Esteka. Notre rencontre avec le ministre, c'était une prise de contact. Et que nous avons eu le professeur, le docteur Étienne, qui nous a expliqué, Mokondi Mabé, a expliqué aux tradipraticiens le virus. C'est-à-dire ses symptômes courants et ses symptômes graves, pour permettre aux tradipraticiens de comprendre la grandeur d'une pathologie. Et nous avons pris acte qu'à partir de lundi, demain, nous allons rentrer en harmonie, discuter et faire un plan d'activité, comment nous allons gérer. J'ai souvent, vous rappelez, l'autre jour, dans le cadre du SIDA, j'avais dit, si le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, les Eaux et Forêts, pouvaient interpeller les tradipraticiens et les autochtones, nous sommes capables de faire face au virus au niveau de la République. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a eu un temps mort. Vous savez, l'OMS, en 2014, avait déjà lancé un cri d'armes. Et quand il dit les deux médecines doivent collaborer ensemble, nous sommes en 2014. C'est qu'en 2014, l'OMS avait déjà une vision, quelque chose peut arriver. Et aujourd'hui, nous sommes contraints de revenir en harmonie. Comme je l'ai dit hier à Vox TV, avant-hier, que c'est ensemble que nous pouvons convaincre ce virus. Ce n'est pas en allant en rond dispersé. Oui, mais effectivement, moi, il y a quelque chose qui me l'a. Tout à l'heure, à côté de vous d'ailleurs, vous avez un représentant des peuples autochtones. Il s'avère que les connaissances endogènes des peuples autochtones s'inscrivent dans la pharmacopée. Mais pourquoi vous ne les associez pas? Est-ce que vous avez un plan qui puisse vous permettre de les intéresser afin qu'ils s'associent à vous et qu'on aille vers la recherche de solutions? Ce que je peux demander à mon confrère, c'est de prendre nos coordonnées. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se sentent seuls. J'ai toujours dit, la médecine traditionnelle est la porte d'entrée de la santé. Et cette médecine traditionnelle est plus basée avec les autochtones. Parce que ce sont eux les herboristes. Les véritables herboristes, ce sont les autochtones. Et nous profitons du savoir des autochtones pour faire ce qu'on peut faire. Donc les autochtones, le représentant, est contraint de prendre contact avec le président Mwanda, qui, avec le président Mwanda, saura qu'est-ce qu'il peut faire pour retrouver nos amis à partir de lundi ensemble à la recherche scientifique. Je vois M. Sorel est un peu bougé de gauche à droite avant que je me tourne vers le docteur Mboyessier. Je suppose que l'issue qui vous est proposée peut nous permettre un peu d'avancer dans cette recherche. Je ne sais pas, j'ai un peu de doute. Je pense que
je ne sais pas trop dire, mais je préfère, hein, c'est-à-dire tel que j'ai bâti mon plan, parce qu'il y a des choses, il y a certaines choses que je ne peux pas dire à la télé là, hein, qui n'ont pas besoin de passer par l'administration, etc., etc. Moi, je pense que par rapport à tout ce que j'ai dit, les véritables concernés, la recherche scientifique, moi, je n'ai pas besoin de trop d'intermédiaires là. Si le ministre, par exemple, peut prendre l'initiative de m'appeler, monsieur, vous avez assez parlé, bon, c'est quoi votre plan, c'est quoi? Je lui présente mon plan et je lui présente les détails. Je dis c'est ça, c'est ça, c'est ça. Même s'il faut faire le travail, s'il faut par exemple partir avec un spécialiste, celui-là, il doit être sous ma direction. Parce que là-bas, oui, il doit être sous ma direction, parce que c'est autre chose là-bas. Hein, on va rentrer dans des mondes, dans des choses un peu plus compliquées. Donc, qu'on n'a pas besoin d'expliquer devant les gens. Donc, ça, voilà, apparemment, ça échappe un peu à ma compétence. Mais je reviens un peu vers docteur. Vous savez que les nations bougent. On parle des tentatives, des essais. Vous avez d'ailleurs évoqué les essais de vaccins. Entre-temps, un peu partout sur la toile, les Congolais ne font que bouder. Ah, pas de vaccins, disons les Africains, pas de vaccins en Afrique. J'aimerais un peu savoir, est-ce que vous êtes d'avis à ce que la recherche avance jusqu'au moins à trouver des vaccins contre le corona? Mais pourquoi pas? Parce que, vous savez, il y a eu beaucoup de maladies pour lesquelles l'humanité vit un peu mieux que grâce au fait qu'on a trouvé des vaccins. Donc, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'on peut être beaucoup plus réaliste. Beaucoup plus réaliste. Un vaccin, quand on le développe, et jusqu'à ce qu'on prouve son efficacité, c'est minimum 18 mois. 18 mois. Et le problème des vaccins, c'est que vous savez qu'après, l'épidémie peut passer. En tout cas, la phase épidémique actuelle peut passer. On peut avoir un autre réveil d'épidémie. Mais il n'est pas toujours dit que c'est la même souche de virus qui va sévir, n'est-ce pas? Et sincèrement, nous n'allons pas focaliser notre attention sur les vaccins. Sinon, il y a des essais de vaccins. Il y a, par exemple, le vaccin contre le BCG. À l'ISREM en France, ils ont fait une étude, ils ont remarqué que les pays dans lesquels les taux d'immunisation par le BCG sont très élevés, il y avait moins de formes graves du coronavirus. Tiens, ils se sont dit, mais peut-être que le vaccin contre le BCG provoque une sorte d'immunisation qui est générale et qui permet aussi de lutter contre le coronavirus. Et de là, ils ont eu l'idée d'insérer dans le vaccin du BCG, parce que le vaccin, c'est le microbe, hein, c'est le microbe qu'on injecte. Ils veulent insérer dans le génome donc, une particule du coronavirus, de telle sorte que l'organisme apprenne à le reconnaître et à fabriquer des anticorps. Ça se développe en France, mais ils ne sont même pas encore à la phase 2. On parlera des phases des essais, si vous le voulez. Donc, mais pourquoi il y a eu tollé? Il y a eu tollé, d'une part, il y a aussi l'émotion et un peu d'hystérie, mais de l'autre côté, la peur est aussi justifiée. Parce que souvenez-vous, on nous disait, et c'est valable jusqu'aujourd'hui, et c'est une vérité universelle, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc la science ne se fait pas sans éthique. Vous avez les lois de la bioéthique. Il y a 3 ou 4 principes fondamentaux. Vous avez le respect des libertés et des droits individuels. C'est-à-dire la personne qui va rentrer dans votre essai, c'est-à-dire votre expérience sur la personne, vous devez respecter ses droits. Vous ne devez pas lui faire mal, vous ne devez pas le manipuler. N'est-ce pas? Donc, il faut le consentement éclairé. Il faut expliquer à la personne, nous faisons ceci pour trouver le vaccin pour lutter contre le coronavirus. Si ça ne marche pas, il y aura un risque, vous serez malade, on va vous soigner. Ça peut marcher, mais vous pouvez aussi mourir à cause de cet essai. La personne prend sa décision en âme et conscience. N'est-ce pas? Vous avez la confidentialité. Vous n'allez pas révéler ce qu'il en est de ce que vous êtes en train de faire concernant la personne qui s'est soumise à l'expérience. Et en plus, vous avez l'intégrité scientifique. Vous n'allez pas mentir sur ce que vous avez trouvé. Si vous avez trouvé 2, vous allez dire que c'est 2. Donc, quand ces principes-là ne sont pas respectés, évidemment, les individus deviennent comme des cobayes. On n'invente pas, il y a eu des faits historiques.
Dans tous les pays, on a installé ce qu'on appelle les comités d'éthique. Donc, en principe, si nous avons des autorités sérieuses, qu'un laboratoire européen veut faire un essai, déjà dans les principes d'équité et d'universalité, il doit prendre les participants, les candidats chez eux, mais eux aussi chez nous en Afrique. Pourquoi pas? Parce que nous serons demandeurs de ce vaccin. Il ne faudrait pas qu'on fasse un vaccin uniquement pour les Blancs. Nous serons demandeurs de ce vaccin. Et certainement, ce sera votre mot de la fin. Vous êtes médecin, vous êtes surtout chercheur en santé publique. Quel est le mot que vous pouvez adresser à vos confrères? Mais vous savez, monsieur le journaliste, le coronavirus, c'est une maladie. Ce sont les médecins qui sont au front. Je pense que le vécu ou le perçu sur ce qui se passe soulève quand même des problématiques dans ce qui concerne notre capacité à défendre notre serment, à redorer notre blason, à créer cette communion avec la société. C'est pour ça que j'interpelle mes collègues médecins à un peu plus de déontologie, à un peu plus d'abnégation, mais et surtout à ce que on ne puisse pas perdre de vue que nous avons des besoins, que nous avons le droit d'exprimer ces besoins-là à des personnes bien indiquées. Aujourd'hui, nous avons le collège d'experts et tous les organes qui gèrent la riposte, de poser des problèmes par les canaux légaux. Les réseaux sociaux, c'est une chose, mais je ne crois pas que ça soit efficace. Je pense que c'est contre-productif. Si nous faisons un peu montre de beaucoup plus de professionnalisme et de courage, je pense que nous pourrons peut-être rattraper un certain nombre de choses et surtout honorer notre serment. Honorer notre serment. Monsieur Sorel-Etta, vous êtes un leader, c'est ce que j'ai compris, parce que je ne sais pas si vous avez été déjà initié un peu par les peuples Laka. Voilà pourquoi vous ne voulez pas que M. Balandamio soit aussi en contact avec eux. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'action que vous avez à mener ou que vous voulez mener pour lutter contre cette maladie? Moi, l'action, c'est quoi? On perd du temps. On perd du temps dans les discours. On était ici la semaine passée, on est revenu cette semaine. On va nous rappeler encore la semaine prochaine. On perd du temps alors que la maladie est là, il y a déjà des cas, etc. Donc, il faut que nous rentrons dans la pratique. Quand on est en crise sanitaire comme ça, on a besoin de moyens pour aller faire un travail donné. Moi, je pense que l'heure a sonné pour que nous allions... Ça va demander du temps. Ça demande du temps. Ce n'est pas un travail qui va se faire en une semaine ou 2 semaines. Ça demande du temps et il faut déjà qu'on travaille. Donc, moi, je demande, si vraiment l'État, le gouvernement fait confiance à ces minorités, aux autochtones, moi, je dis, je suis partant. L'équipe, je connais déjà des gens et puis on arrive, on essaie de faire du travail. Maintenant, deuxièmement, j'ai une préoccupation, puisqu'il n'y a pas encore de traitement, mais la maladie est déjà là. On espère même que la maladie est même déjà arrivée là-bas, parce qu'avec tout ce qui se passe, nous savons déjà que la maladie, par exemple, ça a commencé en Chine. C'est arrivé ici au Congo, comment? Puisque le Congo n'est pas frontal avec la Chine. C'est à cause des voyageurs. Mais par exemple, dans la semaine, il y a eu aussi des gens qui ont voyagé, qui ont quitté Brazzaville, qui sont partis au nord du Congo. Ces gens, parmi les gens qui avaient voyagé, on ne sait pas si parmi eux, il y a des contaminés. On ne sait pas. Hein? Personne ne les a dépistés. Je ne sais pas si ils se sont fait dépister. Imagine, tel qu'ils étaient arrivés là, ils contaminent la population locale. Et dans cette population locale, il y a des gens qui seront en contact avec les autochtones. Ça veut dire qu'eux aussi, ils vont être infectés. Donc et après, ça va... Vous proposez quoi? Dans un premier temps, avant qu'on puisse trouver une solution, qu'on puisse les exhorter à se confiner dans la forêt, à s'isoler dans la forêt, à s'éloigner des bantous qui sont peut-être déjà contaminés. Certainement, les autorités vous entendent, mais, ça fait longtemps que je dis ça dans les médias. Je vous demanderai une fois de plus de donner votre numéro de téléphone, certainement. Ils vous appelleront. Oui, bon, 06 657 64 11. 06 657 64 11. Je rappelle qu'on perd du temps. Ou on ne fait pas confiance aux autochtones, j'arrête de venir ici à la télé. Non, n'arrêtez pas parce que j'ai l'impression de parler dans le vide. Non, vous ne parlez pas dans le vide. Monsieur Balandamio, vous êtes membre de ce cercle restreint des praticiens. Vous avez été là. Vous avez dit que vous allez vous rencontrer demain. Mais ceux qui voudraient un peu connaître plus, ou d'autres praticiens qui ne sont pas inscrits, mais qui voudraient s'associer à vous, ils vont faire comment pour vous joindre? Vous savez, ils doivent rejoindre le président Mwanda. C'est le président Mwanda qui est le patron de la médecine traditionnelle. C'est lui qui collabore avec le ministère et nous ne sommes que nous accompagnons. Moi, il faut leur indiquer le lieu où ils vont. Oui, mais ce dernier
Le centre national ne fonctionne pas compte tenu de la situation. Donc, ils peuvent appeler le président Mwanda au 05 532 83 48. Ça, c'est le numéro du président Mwanda. Et pardon, mais vous-même, vous avez aussi un numéro? Oui, hein, ils peuvent facilement me rejoindre. Je suis à l'arrêt pharmacie de Mokondo. On a écrit Santé naturelle Baviri. Je suis là. J'ai deux numéros, le 06 695 35 20, 05 526 15 07. Merci David, je t'ai vu te plaindre là parce que j'ai glané ton temps. Merci beaucoup David, merci à tous ceux qui nous ont suivis, même si Khaled veut à tout prix souhaiter un bon confinement à bébé Chaël, mais je ne manquerai pas de dire la même chose à Madame Césaire Nsente, donc la dame qui aime préparer pour moi. Et vous allez donc suivre ce reportage de Kindu sur une communication du président du Conseil supérieur islamique du Congo, El Hadi Djibril Abdoulaye Bopaka, à l'endroit des musulmans. Retrouvailles exceptionnelles ce jour de la communauté musulmane réunie en cellule de crise pour faire face au Covid-19. Le président du Conseil supérieur islamique du Congo a exhorté sa communauté à observer avec acuité les dispositions prises par les autorités pendant cette période de confinement afin de limiter toute propagation de la maladie à Covid-19. Je demande à tous les musulmans du Congo de respecter les décisions humanitaires prises par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso et son gouvernement. Allah exalté soit-il a dit dans le Coran, chapitre 66, verset 6, « Oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles. » El Hadi Djibril Bopaka sollicite également l'implication spirituelle de toute la communauté musulmane dans l'éradication de cette pandémie. Continuons à prier pour implorer le pardon d'Allah et demandons la protection des populations du monde entier en général et du peuple congolais en particulier. Nous rentrons dans la période de notre 4e pilier de l'islam, appelé le Ramadan ou le Carême. En cette période de Carême, implorons le Tout-Puissant d'accepter nos prières. Il remercie par ailleurs tous les commerçants musulmans d'avoir exécuté sans réserve la fermeture de leur commerce comme édicté.